Donc, bonjour à tous. Donc, il y a un format un peu particulier aujourd'hui puisqu'on mixe deux commissions. Donc, la commission transformation numérique de Nicolas Maréchal, présent à distance, et la commission engagement sociétal et responsabilité durable, sur une thématique qui concerne les deux sujets, justement, puisqu'on va parler de numérique et d'environnement. Alors, ce n'est pas une première, en fait, on l'a déjà fait en février 2019. On avait fait une première commission avec Bruno Renard à l'époque. On avait appelé ça la pollution numérique. C'était un peu plus pour rentrer dans le vif du sujet à l'époque. Mais en gros, on va du coup s'intéresser à deux grandes thématiques. La première, qui est de faire un peu le constat, ce qu'on appelle le Green IT, en fait. Donc, c'est s'intéresser à l'impact qu'a le numérique sur l'environnement. Que ce soit pour des problématiques d'usage, mais surtout, on le verra, pour des problématiques d'équipement et de fabrication de matériel. Et puis, on regardera aussi, ça c'est dans la deuxième partie, autour de la fresque du numérique, les solutions, c'est-à-dire un numérique qui peut se positionner aussi comme étant une partie de la réponse aux problématiques environnementales, notamment autour de tout ce qui va être maîtrise de la consommation d'énergie, la gestion des déchets notamment. Donc, on aura quelques exemples. Alors, pour démarrer, j'ai repris 3 chiffres qui sont connus, mais pour planter un peu le décor. Donc, on a pour habitude de dire que l'impact du numérique sur l'environnement équivaut en équivalent carbone au trafic civil aérien. Donc, ça représente, en fonction des études, entre 2,5 et 3% des émissions globales de gaz à effet de serre. Donc, ce n'est pas anodin, et ça regroupe principalement ce que je disais, la fabrication et l'usage notamment autour du fonctionnement des data centers. Un autre chiffre qu'on a l'habitude de communiquer, c'est si on prend l'ensemble des data centers dans le monde, la consommation d'énergie équivaudrait au 7e pays dans l'ordre de consommation sur la planète, donc ce n'est pas anodin. Un autre chiffre qui parle peut-être plus, c'est une recherche Google qui équivaut en consommation d'énergie et donc en impact carbone au fait de se faire chauffer une tasse de thé dans son micro-ondes. Donc voilà, on arrive à matérialiser de manière physique un peu des choses qui sont plus immatérielles. Je pense que Virginie confirmera juste après. Et puis un dernier chiffre qui est important d'avoir en tête, c'est peut-être même le plus important, c'est les 2/3 en gros de l'impact carbone que peut avoir le numérique sur l'environnement sont liés à la fabrication et aux équipements. Donc là, il y a quelques idées reçues sur les usages, sur le streaming, sur la vidéo, sur toutes ces choses-là, mais à mettre en perspective de l'impact le plus important, qui est celui lié à la fabrication des équipements et des matériels. Et notamment, à leur fabrication et à leur cycle de vie de bout en bout, c'est-à-dire depuis la fabrication effectivement du matériel jusqu'à sa réforme, enfin en tout cas sa mise au rebut, voilà, à partir du moment où il est comptabilisé comme étant un déchet. Voilà, pour donner un peu le décor, donc on trouvait intéressant ce midi de faire intervenir, donc alors on dit maintenant Numéum, qui est la fusion du Syntec numérique et de Tech in France. C'est tout récent, l'Assemblée générale a eu lieu il y a quelques semaines. Et la présence du coup, pour nous parler justement de ces aspects numériques et surtout les initiatives du Syntec numérique à l'époque et de Numéum en matière à la fois de conscientisation et d'éveil un peu des consciences sur ce sujet-là, mais aussi de choses plus pratiques et de plans d'action autour d'une initiative qui s'appelle le Planet Tech Care. Donc, je laisserai Virginie, du coup, présenter cette initiative. Et puis, dans la deuxième partie, comme je le disais, on aura l'intervention de Sandra autour de la fresque du numérique, qui a encore une vocation un peu complémentaire d'ailleurs, qui est aussi de l'éveil de conscience à plus grande échelle, un peu comme le fait, très inspiré de la fresque du climat, pour ceux qui connaissent, qui est de traiter notamment des causes et des conséquences entre le numérique et l'environnement, mais aussi d'envisager les solutions, ce qui sera la partie aussi intéressante de son intervention. Je ne sais pas si, Nicolas, tu souhaitais, en mot d'introduction, dire quelques Oui, mots. rapidement. Bonjour à tous, déjà, et merci d'être présent à cette commission mixte transformation numérique RSE. Excuse-moi Yannick, quand tu ne m'en voudras pas, je continue à dire RSE. C'est quand même vachement plus court que le vrai nom de la commission. Je crois que c'est capable d'expliciter. Je rappelle qu'on dit le mouvement des entreprises de France. Bienvenue. Oui, aussi. Donc, on va rallonger l'introduction, en fait. Donc, on dit Syntec numérique, Numéum, comme ça, on est complet. C'est ça. Comme ça, on a gagné des syllabes là-dessus, au moins. Voilà.
Donc, voilà, merci à vous. Donc, effectivement, l'introduction, je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter, hein, Yannick, si ce n'est qu'effectivement, pour moi, il y a vraiment deux gros sujets autour du numérique et du RSE. Le premier sujet, c'est principalement celui qu'on va aborder aujourd'hui, c'est comment rendre le numérique responsable. L'usage du numérique, on parle forcément, donc, comme tu as dit, de la production, de l'usage du matériel, mais aussi tous les data centers, la consommation d'énergie, etc. Donc, il y a beaucoup de problématiques en fait autour de la RSE liée à l'usage du numérique. Et c'est important donc de se saisir de ces sujets-là et puis de conscientiser en fait, hein, les chefs d'entreprise et la population en général autour de ces sujets-là. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi pour moi l'usage du numérique pour permettre de réduire donc les émissions de gaz à effet de serre, notamment. Je pense à tout ce qui est transport. Je faisais la blague tout à l'heure, mais c'est limite pas une blague, c'est de se dire aujourd'hui, est-ce que le numérique, est-ce que la réponse est oui, mais le numérique peut permettre justement d'avoir cet aspect écologique, notamment autour du transport. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses en visio, on n'est pas obligé de se déplacer. Donc, c'est aussi l'usage du numérique, notamment le covoiturage. Comment, grâce à des solutions technologiques, on peut mettre en relation les gens pour permettre notamment le covoiturage et donc réduire le nombre de voitures sur la route. Donc, en fait, il y a beaucoup, et là, je me focalise sur le transport, mais dans tous les domaines, en fait, il y a beaucoup de sujets où le numérique peut aider, en fait, à réduire l'empreinte carbone et puis à vraiment contribuer, je dirais, à ce côté RSE. Donc, voilà, donc effectivement, une grosse synergie entre le RSE et le numérique, d'où cette commission aujourd'hui. Qui est la première sous notre ère, en tout cas, Yannick, même si ça a été fait en 2019. Moi, depuis que je suis président de la commission de transformation numérique, c'est la première. Et j'espère qu'il y en aura d'autres sur d'autres sujets, que tout le monde appréciera donc les interventions de Virginie. Merci Virginie d'être là. Et Sandra qui vient de se joindre à nous aussi. Donc merci Sandra qui interviendra un peu plus tard sur la fresque du numérique. Merci Nicolas. Donc on va passer la main à Virginie en la remerciant de s'être rendue disponible ce matin pour cette intervention autour de l'initiative Planète Tech Care. Je crois que Virginie, tu as la main pour partager le support. Oui, tout à fait. Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, moi, je suis ravie d'être avec vous et de pouvoir échanger avec vous et autour, effectivement, de ces enjeux extrêmement importants de numérique responsable et plus spécifiquement de numérique et environnement. Et de vous présenter évidemment cette initiative Planète Tech Care qui a été lancée par Numéum, donc il y a à peu près 10 mois, en octobre dernier. Alors, ça a été évoqué par Yannick, mais c'est vrai que j'avais préparé un petit slide pour quand même parler de cette fusion Syntec Numérique et Tech in France qui a donc eu lieu mi-juin. Donc, juste, je ne vais pas m'attarder dessus, ce n'est pas du tout le sujet, mais c'est vrai que ce qui était important en fait aussi de souligner pour moi, c'est que vraiment Numéum est extrêmement engagé dans tout ce qui est numérique responsable. C'était déjà un des axes stratégiques de Syntec Numérique, et là, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement présent dans l'univers Numéum. Donc évidemment, pour nous, avec Planète Tech Care, c'est complètement en ligne avec ces engagements. Alors Yannick l'a évoqué, donc je passerai rapidement, mais c'est vrai que je trouvais intéressant de remettre quelques chiffres pour expliquer le contexte en fait et ce qui finalement nous a amené à lancer cette initiative Planète Tech Care. Donc Yannick l'a dit, hein, effectivement, je ne reviendrai pas sur les chiffres. Peut-être en complément, le Shift Project en fait a mis à jour ses prévisions de croissance en fait de la conso énergétique du numérique qui s'établirait selon lui maintenant autour de 6%. Ce qui veut dire qu'en fait, si on ne fait rien, en fait, les émissions de gaz à effet de serre du numérique, qui aujourd'hui, comme le disait Yannick, représentent à peu près 3%, pourraient en 2030 représenter 7 à 8% du total mondial. Donc, on voit qu'il est vraiment extrêmement important d'agir. Yannick l'a aussi évoqué effectivement la plupart la majorité des impacts en fait, du numérique est lié à la fabrication des équipements. Et évidemment, ça va bien au-delà des enjeux climatiques, puisqu'on sait aussi que l'impact du numérique a également de grandes conséquences sur tout ce qui est épuisement des sols, pollution de l'eau, pollution de l'air, pollution des sols. Donc, on voit, voilà, ça va au-delà effectivement des seuls enjeux climatiques. En complément en fait de ces chiffres qui montrent qu'il y a une urgence à agir et qu'on ne peut pas rester sans rien faire, peut-être également expliquer en fait autour de la mesure. Alors je vous ai mis effectivement aujourd'hui
la principale méthode en fait de mesure, c'est donc l'analyse du cycle de vie qui va permettre aussi bien pour un service ou un produit numérique de décomposer en fait ce cycle en fait du tout début de sa vie jusqu'à son recyclage ou sa réutilisation ou sa fin de vie, et qui pour chacune de ces étapes va permettre de mesurer l'impact environnemental. Donc, c'est une approche qui est très intéressante parce qu'elle est globale, elle s'applique aussi bien aux produits et aux services. En revanche, c'est une méthode qui reste très complexe, qui reste aussi coûteuse, puisqu'en fait, elle fait appel à des bases de données d'impact qui sont souvent peu accessibles ou très onéreuses. Donc, ça reste quelque chose de compliqué et on sait qu'effectivement, pour pouvoir agir, il est quand même important de pouvoir mesurer. Donc, ça fait aussi partie des choses qu'on avait constaté, ce besoin de trouver des méthodologies, des standards communs, en fait, pour accélérer et passer à l'échelle au niveau de cette réduction d'impact environnemental du numérique. Alors, je vous ai mis les liens, mais effectivement, vous avez cette fac numérique et environnement alors j'ai oublié, élaborée par Numéum maintenant, qui reprend vraiment tous ces éléments de contexte. Alors, je l'évoquais, effectivement, on sait aujourd'hui, on sait qu'il y a différentes bonnes pratiques qu'on peut mettre en place pour réduire l'impact environnemental, et je suis sûre que Sandra en parlera, donc moi je vais passer rapidement, mais effectivement, je voulais, on le sait, allonger la durée de vie des équipements numériques, faire le choix de fournisseurs responsables et peut-être en s'attardant deux petites minutes sur cette idée de mettre le numérique responsable au cœur de la stratégie de l'entreprise. Ça, on le sait, et ce n'est pas valable que pour le numérique responsable, mais on sait que finalement, pour que ces sujets soient vraiment portés et qu'il y ait des actions concrètes, il est primordial que la direction s'empare de ces sujets, que ça fasse vraiment partie, que ce soit au cœur de la gouvernance de l'entreprise. Alors, pour en arriver finalement plus concrètement à notre initiative Planète Take Care, donc comme vous le voyez, voilà, un contexte en fait, avec une urgence pour agir, avec finalement des freins qu'on voit encore, parce que finalement, on a pu constater que la prise de conscience au sein des organisations, elle est là, elle a beaucoup progressé, mais effectivement, des freins qui demeurent, notamment pour les TPE et les PME, parce que de façon générale, on peut dire que les très grandes entreprises, elles ont intégré en fait le numérique au sein de leur RSE. Mais effectivement, pour les TPE et les PME, ça reste un sujet complexe qui va souvent de pair, je l'ai évoqué, avec un coût financier qui peut s'avérer très élevé. Et également, en fait, une multitude d'initiatives. Voilà, on sait qu'il y a énormément de choses qui se passent autour du numérique et environnement. Et finalement, c'est un écosystème foisonnant, mais aussi très atomisé et qui parfois rend la lecture assez compliquée, en fait, pour les organisations. Et donc, c'est parti de ce constat-là, en fait, qu'on a fait un choix fort au moment de lancer Planète Take Care, qui a été de dire, on ne va pas recréer ou lancer une énième initiative sur le sujet. Il y a déjà des experts, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent depuis plusieurs années de grande qualité. Nous, on va plutôt se positionner en fait comme une méta-initiative, une sorte de hub qui va finalement viser à fédérer les expertises existantes pour en fait rendre l'écosystème plus lisible pour les entreprises et les organisations et ainsi favoriser un passage à l'action avec évidemment comme objectif d'accélérer les choses, de faciliter les choses pour maximiser notre impact collectif, évidemment, dans la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Parce qu'effectivement, donc, Planète Take Care, c'est donc une plateforme qui va en fait très concrètement, il y avait aussi une volonté en fait d'une approche très concrète, très pragmatique en fait. Et donc, on va mettre en relation des entreprises, des acteurs publics, des acteurs de la formation qui souhaitent en fait se mobiliser pour réduire l'empreinte environnementale du numérique. On va les mettre en relation avec un réseau de partenaires qui sont, eux, des experts du numérique et de l'environnement. Donc ça, c'est important vraiment de voir ce positionnement en fait de Planète Take Care. Donc, Planète Take Care est aujourd'hui portée par le programme numérique responsable de Numéum. Alors évidemment, ce programme numérique responsable de Numéum va adresser les 3 volets du numérique responsable, l'empreinte sociale, l'empreinte sociétale et l'empreinte environnementale. Et c'est là qu'est positionnée Planète Take Care sur vraiment les enjeux environnementaux. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que donc Planète Take Care, aujourd'hui, il n'y a aucun engagement financier. L'idée, c'est vraiment d'avoir le moins de barrières
à l'entrée, puisque nous, on est persuadé en fait que pour maximiser l'impact, il faut qu'on embarque un maximum d'acteurs et que finalement tout le monde se mette en route sur cette thématique. Alors, on a été lancé lors du colloque numérique et environnement qui avait été organisé à Bercy par Barbara Pompili et Cédric O le 8 octobre dernier. Pour ça, je vous disais, c'est une initiative qui est encore assez jeune, hein, on a 10 mois, mais qui a énormément progressé et on voit finalement qu'on répond vraiment, je pense, à un besoin puisqu'il y a vraiment une forte dynamique autour en fait de cette initiative. Donc, je le disais, on va mettre en relation avec des partenaires. Donc, nos partenaires, en fait, vous les voyez là à l'écran. Ce qui était important pour nous, c'était donc de pouvoir fédérer. C'est la première des choses, fédérer les experts. Et donc, on a travaillé, en fait, à regrouper, et on continue évidemment ce travail, de regrouper les expertises. Donc, on va avoir évidemment des gens, on a Numéum, puisque Numéum est le pilote, est aussi celui qui finance complètement Planète Tech Care, qui aujourd'hui est gratuite pour l'ensemble des membres, qu'ils soient partenaires, signataires ou ambassadeurs. Aujourd'hui, c'est totalement gratuit comme initiative. On a des gens comme le Sinov numérique, on a aussi des organisations comme le CIGREF, on va avoir des gens comme Eurocloud, ensuite on a aussi des gens comme le Pôle systématique, la Société informatique de France, le Collège des directeurs du développement durable, et évidemment des grands experts, je vous disais, de la thématique numérique et environnement, comme le Shift Project, l'Alliance Green IT, greenIT.fr. Je ne vais pas tous vous les citer, vous les voyez, on a également l'INRIA, on a la mission interministérielle Green Tech, qui est pilotée donc par la DINUM et par le ministère de la Transition écologique, qui nous ont également rejoints. Et on continue, on est encore en discussion avec d'autres acteurs, comme par exemple MB2 de France ou d'autres, toujours dans cette volonté de fédérer et de finalement rendre plus accessible en fait toutes ces expertises pour un maximum d'organisations. Nos partenaires, lorsqu'ils décident de rejoindre Planète Tech Care, ils s'engagent en fait à proposer, je vous le disais, on a une approche très pragmatique, très concrète, et donc nos partenaires vont s'engager à proposer chacun un atelier par an sur une thématique du numérique et environnement. Et en fait, ça va nous permettre donc de proposer à nos signataires, donc les organisations, entreprises qui nous ont rejoints, chaque mois un atelier sur un thème très particulier, très précis de la grande thématique et qui va permettre à notre partenaire de partager ses travaux, son expertise, sa vision, mais aussi des clés d'action très pratique avec nos signataires, toujours dans cette idée de leur permettre de progresser en fait dans leur trajectoire vers un numérique plus respectueux de l'environnement. Je vous ai mis en fait là les 10 ateliers qu'on a organisés depuis notre lancement. Donc vous voyez, on a adressé des sujets aussi, par exemple l'éco-conception numérique avec l'Institut du numérique responsable en janvier. Donc là, en fait, ça a été un atelier qui leur a permis de nous présenter les travaux de leur groupe de travail dédié au sujet et leurs avancées. On a également eu, alors je ne vais pas vous les citer, hein, vous pouvez les voir à l'écran, mais un atelier dédié à la mesure d'impact environnemental du numérique, sujet très très important. On a également eu un atelier où, par exemple, l'ADEME et BPI France, qui sont aussi partenaires de Planète Tech Care, ont pu présenter les différents dispositifs de soutien et d'accompagnement pour le numérique responsable qu'ils proposent, que ce soit dans le PAC Climat ou dans le PAC Éco-conception de l'ADEME. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu la diversité des thèmes des ateliers. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos ateliers, en fait, ils peuvent prendre différentes formes, en fait. Alors, en général, ils durent 1h30, 2 heures, et ça peut être soit des ateliers de sensibilisation, soit un partage de bonnes pratiques, soit un retour d'expérience aussi. Et on va avoir différents niveaux de technicité, parce qu'il y a 2 choses très importantes à retenir pour les ateliers Planète Tech Care. La première, c'est lorsqu'une organisation, une entreprise devient signataire de l'initiative, l'ensemble de ses équipes va avoir accès aux ateliers. Parce qu'en fait, pour nous, il est aussi très important, on est persuadé qu'il faut mobiliser l'ensemble des équipes, l'ensemble des fonctions, il faut infuser au maximum au sein des organisations pour pouvoir effectivement avoir un impact. Et la deuxième chose qui est importante à noter, c'est qu'en fait, tous nos ateliers sont enregistrés et disponibles ensuite pour nos signataires en replay. Et comme ça, on constitue une grande bibliothèque de contenu, finalement, dans lesquels nos signataires, alors, soit parce qu'ils n'étaient pas disponibles, vont pouvoir venir visionner, soit parce qu'ils nous rejoignent seulement maintenant et donc ils auront quand même accès à l'ensemble des replays des ateliers passés.
Donc voilà un petit peu pour l'organisation des ateliers. Alors ces ateliers sont annoncés dans notre newsletter mensuelle et avec un lien pour s'inscrire et on essaye effectivement de donner aussi des petites clés pour expliquer un petit peu quelle est la cible aussi. Est-ce que ça va être quelque chose de plutôt très technique qui va plutôt s'adresser au DSI? Est-ce que c'est quelque chose de plus général qui sera peut-être plus pour les équipes RSE ou même marketing et commercial? Donc voilà un petit peu pour la partie partenaire en fait de Planète Tech. Donc important à retenir, voilà, fédérer, donner accès à un ensemble d'experts reconnus et un maximum d'expertise pour nos signataires. J'en arrive à nos signataires, en fait, qui est aussi un point très important, évidemment, de la communauté Planète Tech Care. Alors, une chose importante à retenir, en fait, c'est que nos signataires sont des entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité. Ça, c'est important. C'est vrai qu'on est porté par Numéum, donc évidemment, on s'adresse aux entreprises de la tech, mais on va aussi s'adresser plus largement à tout type d'entreprise, puisqu'on sait aujourd'hui que, évidemment, le numérique est partout. Et donc, en fait, toutes les entreprises de tout secteur doivent se mobiliser sur le sujet. On a également des acteurs publics, des collectivités locales qui rejoignent, en fait, la communauté Planète Tech Care. Et un autre pilier très important, je l'ai évoqué au début, ce sont les écoles et les acteurs de la formation. Effectivement, en fait, quand on a lancé cette idée de Planète Tech Care, évidemment, il y a urgence à agir maintenant, mais il y a aussi une urgence à former les talents de demain. On sait qu'on a des trous dans la raquette à ce niveau-là et qu'il est urgent de former des compétences sur ce sujet très précis du numérique et environnement. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a ce pilier très important parmi nos signataires d'écoles et acteurs de la formation. Alors, en termes d'école, c'est un peu comme pour les entreprises. On a des écoles du numérique, évidemment, comme la Grande École du Numérique Saint-Plon, l'école 42, mais on a également des écoles d'ingénieurs, comme le groupe Polytechnique, où on a également, en fait, toujours dans cette idée que l'ensemble des fonctions doit être sensibilisé au sujet, on a en fait des écoles plus généralistes, comme par exemple HEC, l'ESSEC, qui nous ont rejoints, et également des grandes universités nous ont rejoints. Voilà, pour nous, c'est aussi quelque chose vraiment de très important. Alors, rapidement, pour vous expliquer finalement, quand une entreprise, une organisation, une école souhaite nous rejoindre, en fait, elle devient, comme nous on dit dans notre jargon, signataire de l'initiative. C'est parce qu'en fait, elle va signer notre manifeste. Alors, notre manifeste, il est très simple, puisque finalement, il va dire 3 choses qui vont être de dire « je m'engage à participer au programme d'accompagnement donc d'ateliers mensuels ». Alors évidemment, on ne fait pas l'appel à chaque atelier, hein, l'idée n'est pas… voilà, mais c'est vrai qu'il y a un engagement quand même à participer au programme. Et ensuite, en fait, le manifeste va dire 3 choses très simples. La première, c'est « je reconnais que le numérique a un impact environnemental, je m'engage à le mesurer » pour m'inscrire dans une trajectoire de maîtrise, voire de réduction. Donc, vous le voyez, très peu de barrières à l'entrée. Je le disais en introduction, pour nous, il est essentiel d'embarquer un maximum d'acteurs de tout degré de maturité sur ce sujet. Donc, c'est vrai que nous, on va avoir des entreprises qui démarrent complètement, hein, qui n'ont pas fait de bilan carbone, qui commencent tout juste à mettre des actions ou qui n'ont même pas commencé, qui veulent en revanche commencer. Et on va avoir d'autres entreprises, comme par exemple notamment des grands groupes comme Cdiscount, par exemple, qui est assez avancé et qui a mis en place beaucoup de choses sur cette thématique. Donc voilà, pour le manifeste en fait Planète Tech Care, très simple. J'ai envie de dire aujourd'hui, je pense que peu de gens pourraient être en accord avec ce qu'ils demandent. Et petite chose en plus pour nos écoles et acteurs de la formation, en fait, ils s'engagent à intégrer dans leur formation, dans leur cursus, des formations en fait dédiées au numérique responsable. Donc voilà un petit peu pour nos signataires. Alors, quand on a été lancé le 8 octobre dernier, on avait une centaine de signataires, plutôt issus du monde de la tech, évidemment. Aujourd'hui, en fait, on a 400 signataires, voilà, à peu près 350 entreprises, collectivités locales, acteurs publics et une cinquantaine d'écoles qui font partie aujourd'hui de la communauté Planète Tech Care. On a un troisième statut en fait de ce dispositif pour bien vous donner, j'ai envie de dire, une image globale. En fait, c'est un statut qu'on a appelé ambassadeur et qu'on a lancé en fait en début d'année 2021, qui finalement s'adresse à des associations, des think tanks, des organisations professionnelles, donc un petit peu comme nos partenaires,
mais qui en revanche n'ont pas une expertise sur le sujet du numérique et environnement, mais qui partagent les valeurs de Planète Tech Care et qui souhaitent finalement faire rayonner l'initiative et nous aider à faire grandir cette communauté. Et donc, on a décidé de les appeler nos ambassadeurs. Et donc, on a défini à date, parce qu'on aura peut-être d'autres 3 typologies d'ambassadeurs qui peuvent être finalement des clusters régionaux, comme par exemple aujourd'hui on a Digital Aquitaine, on a Aden Ouest, on a le SPN, qui peuvent être également des clubs ou des associations par secteur d'activité ou par métier. Par exemple, on a Eiffel Power, on a également Bordeaux Games ou le CDRT. Et enfin, qui peuvent être aussi des médias, en fait, comme par exemple Madines. Et donc là, je m'arrête effectivement, puisque l'un de nos ambassadeurs, qui est très important pour nous, évidemment, c'est le MEDEF. Et ce qu'il faut bien noter, en fait, c'est que ces ambassadeurs, ils nous aident aussi à faire grandir l'initiative dans les territoires, qui est une dimension très importante, en fait, pour Planète Tech Care, et aussi de pouvoir faire le lien, effectivement, de nous remonter éventuellement des initiatives présentes dans les territoires et qui pourraient rejoindre la communauté Planète Tech Care. Donc voilà un petit peu, vous avez vu cette communauté, donc les signataires qui sont des acteurs engagés, qui veulent monter en compétences, agir vers un numérique plus respectueux de l'environnement, nos partenaires, les experts qui partagent leur expertise de façon très pragmatique et nos ambassadeurs qui effectivement nous aident à faire rayonner l'initiative. Planète Tech Care, je l'ai dit au début, effectivement, au départ, vraiment, c'est l'ambition qu'on avait et qu'on a toujours, c'est vraiment de fédérer l'écosystème pour générer un maximum d'impact. On a également, et je l'ai évoqué au début, cette ambition qui est très importante pour nous de créer des communs. Je l'ai mentionné notamment autour de la méthodologie de mesure qui est très complexe et on sait qu'en fait, pour que les entreprises puissent passer à l'échelle, puissent accélérer, il va falloir qu'on travaille à des référentiels communs, à des standards en fait, si possible en open source et en open data. Et enfin, Planète Tech Care a aussi comme ambition de se mobiliser à l'échelle européenne pour faire converger les initiatives. Alors, on a déjà eu plusieurs interactions avec notamment Digital Europe, dont Numéum en fait fait partie, également avec Bicorp en fait en Allemagne, avec Agoria en Belgique. On a également eu des contacts en fait avec des gens au Canada en fait qui étaient très intéressés en fait par l'initiative. Donc voilà, l'idée c'est évidemment aussi de fédérer bien au-delà de la France, puisque on sait aussi que c'est au niveau européen que les choses vont se jouer. Et c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné au début, mais on sait également que la réglementation en fait, va accélérer. Et donc, c'est aussi un point très important pour Planète Tech Care. Et notamment, ça me permet de vous annoncer que l'atelier, en fait, le prochain atelier, on a fait une petite trêve pendant l'été, mais le prochain atelier aura lieu le 23 septembre prochain et permettra justement de faire un point sur tous les travaux parlementaires, législatifs, la réglementation de ces derniers mois, qui a été très, très importante. Et qui sera donc animé par 3 partenaires, en fait, donc Numéum, Sinov Numérique et la FNUM, en fait, et qui pourra vraiment vous donner à nos signataires une approche très pragmatique. Bon, bah voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire sur l'ensemble de ces sujets? Pour terminer, je veux juste vous présenter 2 projets en fait, qu'on a. Je n'avais pas fait de slide en fait, dessus, mais qui me semblent quand même intéressants. Tout d'abord, en fait, on lance cette semaine un annuaire de prestataires, de conseils ou de solutions responsables évidemment, qui va nous permettre en fait de référencer des prestataires qui ont une offre. Et donc, ces prestataires seront référencés par produit, par offre et également par région. Je le disais, c'est très important pour nous également. Et cet annuaire sera disponible sur le site de Planète Tech Care pour nos signataires, mais également plus largement des organisations qui chercheraient des prestataires qui pourront les accompagner dans leur démarche propre en fonction de leurs besoins. Donc ça, c'est un projet qu'on va lancer cette semaine, sur lequel on travaille depuis plusieurs semaines. Et le deuxième point, en fait, et je m'arrêterai là, on organise en fait un événement
un grand rendez-vous annuel, le Green Tech Forum, qui va avoir lieu les 30 novembre et 1er décembre prochains, qui est organisé par une agence d'événementiel Formule Magique et qui va en fait se dérouler sous le haut patronage de Planet Tech Care. Et donc Planet Tech Care et ses partenaires sont en fait les membres du comité de programme, sont en charge de toute la programmation des conférences. Il y aura à peu près 18 conférences. Le programme est désormais en ligne. Vous pouvez aller le voir sur le site de l'événement. Et c'est vraiment un grand rendez-vous annuel qui est dédié au numérique et environnement pour un numérique plus respectueux de l'environnement et qui va en fait permettre d'échanger, de discuter avec les différentes fonctions dans les entreprises sur tous les sujets, toutes les avancées aussi, et qui ouvrira, ça a été mentionné en introduction, sur évidemment, là moi j'ai beaucoup parlé du Green IT, mais également tout ce qui est IT for Green, et on le sait aujourd'hui, le numérique a évidemment ce double challenge en fait qui est de réduire son empreinte environnementale et également d'être ce formidable levier en fait de la transition écologique. On sait aujourd'hui qu'il n'y aura pas de transition écologique réussie sans le numérique et donc d'où ce grand challenge pour tous les acteurs en fait du numérique. Voilà, je crois que j'ai fini. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Bon, c'était super, parfait, merci beaucoup. Et juste les dates du Green Tech Forum, c'est 30 novembre, c'est ça? Oui, 30 novembre et 1er décembre en fait, donc à Paris. Alors, on espère évidemment en présentiel avec peut-être effectivement une formule hybride aussi, puisqu'on ne sait pas trop encore comment seront les conditions sanitaires. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Virginie, est-ce qu'il y a des questions en présentiel ou même à distance sur l'intervention? Ouais. Dans la première partie de la présentation, donc, Virginie, c'est ça, qui disait donc, la partie éco-responsable des entreprises. Je pense que c'est facile à le dire, plus qu'à faire. Si je prends par exemple d'Apple, qui programme ses appareils pour une fin de vie programmée, donc avant non, en gros, c'est qu'un téléphone Apple peut durer 4, 5, 6 ans. Ouais. Et aujourd'hui, avec les logiciels de mise à jour, le téléphone, c'est la batterie qui commence à baisser en autonomie. Et c'est aussi l'impact carbone. C'est aussi donc, le recyclage. D'ailleurs, la batterie, on parle des voitures électriques, on ne sait même pas ce qu'on va faire avec la batterie dans 20 ans. Donc, comment, à notre niveau, parce que c'est les entreprises, ils sont puissants, ils sont très forts, ils ont des lobbies. Et comment est-ce qu'on fait? Ça pose une double question, mais que je pense Sandra traitera dans la deuxième partie. Mais on parle de vétusté programmée, donc c'est le cycle de vie des équipements. Et certains qui sont mis au rebut alors qu'ils sont encore fonctionnels. Et puis après, il y a effectivement cette fuite en avant en matière de fonctionnalités et de services qui font que des systèmes, par exemple, d'exploitation sont plus compatibles avec des équipements qui eux-mêmes physiquement fonctionnent toujours. Puis après, il y a ce qu'on appelle la vétusté psychologique, qui est en fait plus lié à une démarche marketing ou commerciale, qui incite au renouvellement, à l'innovation. Et je pense qu'on est bien passé là pour... Je veux le dernier iPhone. C'est ça. Et donc, on est un peu... Et le marketing est fait pour ça. C'est les gens power marketing. Et du coup, une des issues, l'idéal, ce serait que le vintage revienne à la mode, en fait. Parce que tant que, effectivement, si on arrive à atteindre cet objectif que d'en faire un effet de mode, du coup, on prendra contre-pied de cette vétusté. Il y a aussi un élément qui est très important. Si je prends par exemple 20 ans de cela en arrière, dans certains pays, je pense à la Réunion, ça devait être un peu pareil, c'est-à-dire qu'on réparait les machines. Aujourd'hui, il y a une culture, et c'est très psychologique aussi, donc de facilité. On ne trouve plus de réparation, ou si on veut réparer, on ne trouve pas la personne qui peut le réparer. Ça coûte moins cher que d'acheter neuf plutôt que de chercher à réparer. Et je sais, dans certains pays comme la Chine, par exemple, ils continuent à réparer, même si on dit du fake, mais ça marche. Peut-être ce serait aussi l'occasion de former des personnes, des techniciens et autres, qui pourraient aussi créer des emplois dans ce domaine pour l'avenir durable. Oui, complètement. Alors moi, juste peut-être en complément, hein, je suis tout à fait d'accord. Après, je pense que ce qu'on voit nous aussi, c'est que toute cette dimension de numérique responsable est de plus en plus présente en fait dans les entreprises aussi parce qu'en fait, elle apparaît de plus en plus dans des appels d'offres.
elle apparaît de plus en plus comme un critère important pour nos jeunes, en fait, quand ils décident de choisir une entreprise. On voit que ça devient un véritable critère aussi pour ces jeunes. Et donc, on se rend compte que finalement, cette notion, en fait, elle est incontournable pour les entreprises et ça, de plus en plus, on peut l'associer aussi à un atout business, en fait. Voilà, c'est ça aussi qui est important, je pense, à noter. Et après, évidemment, il y a beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup de choses aussi qui se font. Moi, j'avais discuté, par exemple, sur tout ce qui est recyclage des déchets 3E, en fait. C'est qui s'appelait Écologique France, en fait, qui propose des boîtes, en fait, qui vont permettre, comme des grandes urnes, en fait, dans les entreprises, un peu comme la collecte des piles, en fait, mais pour tous ces déchets 3E, en fait. Donc, il y a beaucoup de choses. Je crois que Sandra le mettrait aussi dans le chat. Il y a Back Market aussi, qui est beaucoup, qui est coté un succès formidable, en fait, sur tout ce qui est reconditionnement, en fait, d'appareils. Ça devient quelque chose, mais c'est vrai que ça reste un point très, très important, notamment quand on voit de l'impact, en fait, effectivement, dans la fabrication des équipements. C'est sûr. La vraie question, Oui. la vraie question, c'est que c'est bien beau de mettre des bacs ou des plastiques par rapport ou des conteneurs à mettre des produits dedans, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est ça la vraie question. Ah, mais après, écologique, en fait, le prend. Alors, je ne sais pas s'il est présent à la réunion, mais en fait, là, l'initiative dont je parlais, c'est vraiment qui vous donne ces bacs, vos employés les remplissent, et après, écologique, en fait, va complètement gérer, en fait, le recyclage de tout, en fait, ces déchets pour vous, en fait. Voilà. Non, c'était une... Est-ce que ces produits seront compatibles avec le futur? J'ai emmené une réflexion Ouais. en petit comité il y a quelques semaines concernant l'évolution technologique qui sont imposées par les grands groupes comme Microsoft, comme Google, etc. Aujourd'hui, quelqu'un qui achète un ordinateur veut utiliser Word. Avant, il y avait des packs qu'on peut l'utiliser à vie, bon, même si ça arrivait en instantanément. Aujourd'hui, on arrive donc sur des licences payées mensuellement et avec des nombreuses licences. Sachant qu'il y a des mises à jour tout le temps. Avec ces mises à jour, c'est beaucoup plus gros. Donc, la taille utilisée par le disque dur, pour le SSD, RAM, etc., c'est beaucoup plus gros. Ce qui veut dire forcément, à un moment ou à un autre, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, il sera vétuste. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est pour ça que on ne peut pas se contenter de victimiser le consommateur, parce qu'en fait, on traite finalement qu'on est au bout de la chaîne de la problématique, et ça part vraiment aussi d'un éveil des consciences et même d'engagement à exiger des grands constructeurs ou des fournisseurs de services une solution. Parce qu'effectivement, on est tous acteurs de cette chaîne finalement, et pour que ça puisse être, comment dire ça, d'un point de vue systémique, en fait, pour la solution, elle viendra d'un mouvement collectif. Et du coup, ce que présentait Virginie sur la fédération de toutes les initiatives qui existent, et c'est tant mieux, il y a toute une constellation d'opérateurs qui agissent en matière d'impact environnemental du numérique. Donc l'intérêt de Planète Taker, c'est de fédérer tout ça sur le grand public, enfin sur les consommateurs. L'enjeu, c'est aussi justement d'avoir les mêmes réflexions que vous pouvez avoir, en fait, c'est d'être conscient de ça, mais de pouvoir être acteur et pas uniquement... voilà, effectivement, il y a, à un moment donné, si l'équipement ne fonctionne plus parce qu'il y a eu des mises à jour, etc., c'est pas forcément de la faute, entre guillemets, du consommateur, mais c'est voilà, tout en amont que ça se gère aussi. D'où c'était le point principal de la question. Ça fait pas partie d'un projet de loi GAFA? Un projet de loi. Il me semble que ça rentre dans le projet de loi des GAFA. Alors, en fait, il y a le levier, effectivement, de la réglementation et de la contrainte, et puis après, il y a le levier plus marketing ou commercial. Il faut que, effectivement, ça devienne un critère d'achat pour le grand public. Et que l'engagement climat de ces grands acteurs-là soit un peu comme la manière dont on éthique un peu les équipements aussi en matière d'impact environnemental. Que ça devienne un critère d'achat, en fait. Comme disaient certains, et c'est vrai qu'on n'achète plus pour que ça ne se vende pas, quoi, en gros. Mais il y a un peu de ça, quoi, dans l'esprit. Je reviens. Oui, tout à fait. C'est important, effectivement, de repenser nos usages, en fait. Je pense qu'il est qui est très important. Et effectivement, cette notion de sobriété, en fait, qui va devoir, finalement, aujourd'hui, on va devoir innover, allier, en fait, innovation et sobriété pour pouvoir relever ce défi. Alors, je vous propose de passer la main à Sandra, qui a une contrainte horaire aussi, du coup, et qu'on remercie de s'être rendue disponible. Alors, Sandra, qui est à Londres, on précise, donc c'est l'avantage aussi du numérique, c'est de pouvoir avoir l'opportunité d'échanger avec
des gens partout dans le monde. Pour faire un focus sur l'initiative, je laisserai Sandra se présenter du coup, mais sur l'initiative de la fresque du numérique, qui est fortement inspirée, je l'évoquais tout à l'heure, de la démarche autour de la fresque du climat, qui a entre autres vocation à conscientiser le plus grand nombre, et y compris du coup les consommateurs dont on parlait, sur l'impact environnemental de tous ces outils. On va lui passer la main. Je ne sais pas si tu peux. Donc, il y a le support, je crois, de présentation. Oui, je vais pouvoir partager mon écran, non? Oui, je pense. Et puis, on reprendra la discussion juste après pour apporter les compétences aussi à votre question. Super, merci Yannick. Merci de m'avoir invité. C'est très, très sympa d'accepter le UK ici, parce qu'on n'est pas beaucoup accepté en ce moment, mais c'est sympa de m'accepter dans votre réunion. Enfin, je reste française malgré tout. Hein. Je n'ai pas changé mon passeport, je vous rassure. Je ne suis pas prête de le faire d'ailleurs avec ce qui se passe. Voilà, et bonjour à tout le monde. Donc moi, j'ai fait 20 ans de com. Il y a 4 ans, j'ai fait mon come out, comme on dit. J'ai eu mon éveil écologique, mon épiphanie. J'ai j'ai lâché mon job, je me suis remis dans les études et je me suis dit c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Je vous raconte ça parce que souvent ça a un impact. C'est vrai que quand on raconte son histoire, ça a aussi un impact sur les gens et sur la prise de conscience. Donc c'est pas parce que je veux parler de moi, mais c'est que ça peut se faire. Voilà. J'ai commencé à mettre le pied dans la fresque du climat. Je ne sais pas si vous connaissez la fresque du climat dans cette salle. Est-ce que vous connaissez la fresque du climat? Non, pas tout le monde. Ok, d'accord. Alors, la fresque du climat, c'est un mouvement qui a pris énormément d'ampleur et je suis ravie de pouvoir dire qu'elle a une croissance exponentielle, puisque dans ce cas-là, c'est absolument positif d'avoir une croissance exponentielle. D'abord une croissance, puis exponentielle. Une initiative qui a été mise en place par Cédric Ringenbach. Je vous raconte ça parce que ça a aussi la jeunesse de la fresque du numérique. Qui a été d'ailleurs directeur du Shift Project, puisque Virginie en a parlé juste avant, et qui a lancé, qui s'est dit, il s'est mis autour d'une table et il a commencé à ouvrir le rapport du GIEC et se dire, bon, ça veut dire quoi? C'est quoi le rapport du GIEC? Je ne sais pas si un jour vous l'avez eu entre les mains. C'est le rapport, en fait, qui a été la base pour les accords de Paris en 2015. Il fait à peu près 1000 pages. Il a été écrit par des scientifiques. Il a été reconnu par 97% de la communauté scientifique. Il est imbuvable pour nous, citoyens normaux. Donc, c'est très difficile d'en sortir finalement la synthèse. Lui, il s'est assis autour d'une table avec ses collègues et s'est dit pourquoi pas en faire un jeu finalement. Et par la gamification, il a réussi à en faire un jeu beaucoup plus vulgarisé sur les faits scientifiques qui expliquent le changement climatique. Il a commencé, il a mis en place une association caritative il y a à peu près 2 ans et demi. Et c'est un jeu qui se joue à 8 ou 16 personnes autour d'une table avec un jeu de cartes, de 42 cartes. Et ça a pris tellement d'ampleur qu'à aujourd'hui, on est proche des 200 000 participants. L'objectif étant d'atteindre le million de participants. Je vais arrêter de parler de la fresque du climat, mais la fresque du climat prend son ampleur et vous allez sûrement en entendre parler autour de vous, puisqu'en France, c'est vraiment une vague. Et là-dessus, eh bien, il y a 2 personnes qui s'appellent Aurélien et Yvain, fresqueurs eux-mêmes, proches de Cédric Ringenbach, qui se sont dit pourquoi on ne s'intéresserait pas au numérique, venant tous les deux aussi du numérique, et se sont dit il y a vraiment un sujet sur le numérique qu'il va falloir mettre en exergue. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses qui sont mal comprises ou qui ne sont pas comprises sur le numérique. Il y a beaucoup de mythes qu'il faut revoir. Et donc, ils se sont dit pourquoi on ne prendrait pas la pédagogie du jeu de l'atelier de la fresque du climat pour faire la fresque du numérique. Et là, je vais m'arrêter. J'aimerais vous poser une question. Et si vous avez bien écouté ce qu'a dit Virginie au début, est-ce que vous pouvez me dire avec votre main droite combien vous avez de téléphones chez vous avec la main droite et combien d'ordinateurs vous possédez vous-même avec la main gauche? Alors, téléphone et tablette, alors, du coup. Ouais, voilà. Et les montres. Est-ce que vous avez assez de doigts? Ok. Alors, c'est bien ce que disait Virginie. Aujourd'hui, le problème du digital, ce n'est pas un problème de virtualité, c'est un problème de matérialité.
c'est tous les équipements numériques qu'on a. Est-ce que vous vous souvenez du chiffre qu'elle a posé tout à l'heure, qui était assez extraordinaire et qui est passé sur un slide comme ça? Combien d'équipements connectés avons-nous sur Terre en usage aujourd'hui? Est-ce que vous vous souvenez? 36 milliards. Milliards, oui. Combien? 36. 34, bravo Muriel. 34 milliards. J'ai retenu 6 fois 6, 36. Bravo, bravo, super. Et bien effectivement, c'est à peu près 34 milliards d'équipements connectés. C'est énorme. Et maintenant, je vais vous demander, est-ce que vous savez, est-ce que vous avez une idée du nombre de data centers qu'il y a dans le monde en usage aujourd'hui? Oui, mais ça doit être quelques millions, je pense. Tout à fait. Des centaines de millions. Alors, des centaines de millions et 34 milliards d'équipements connectés. Vient où le problème? Vient d'où? Des équipements, consommateurs, utilisateurs. Donc oui, effectivement, les gouvernements et les entreprises productrices de ces équipements ont une haute responsabilité, mais ça commence aussi par nous. OK? Donc dans cet atelier, on voit finalement tous ces aspects-là. Donc maintenant, je vais vous faire une… Ah, il va falloir… Je ne peux pas partager mon écran. Il faudrait me laisser partage d'écran, sinon je ne vais pas pouvoir. Sinon, tu le fais, Yannick, tu partages l'écran. Ah, ça y est, c'est bon, je l'ai. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Dans une seconde, je vous partage mon écran. Hop. Voilà. Très bien. Vous me dites si vous voyez mon écran. Voilà. Ouais, c'est tout bon. Ouais, c'est bon? Super, très bien. Alors, il faut juste que je fasse notre présentation. Et voilà. Et donc, je vais vous présenter la fresque du numérique. Alors, la fresque du numérique, elle est devenue une association il y a très peu de temps, en fait, au mois de juin. On est ravis de l'avoir fait passer en association parce qu'elle a un but à mission d'intérêt général. Comme Virginie aussi et l'initiative de Planet Tech Care, on est dans la prise de conscience et on est aussi dans le Global Plan, c'est-à-dire le plan global qui a été prononcé par les Nations Unies en 2015, basé sur les objectifs de développement durable. Donc, il y en a 17 objectifs de développement durable et un de ces objectifs que je rappelle souvent, c'est l'objectif numéro 17. Pourquoi? Parce que l'objectif numéro 17, c'est l'objectif partnership, partenariat. Moi, je viens du business, j'ai fait 20 ans de business, j'étais dans la compétition, j'ai essayé d'être meilleure sur le marché que mes compétiteurs, et bien ça, c'est terminé. Si on veut s'en sortir sur nos challenges planétaires, il va falloir qu'on bosse ensemble. C'est exactement l'initiative de Virginie également, c'est qu'il faut tous prendre conscience et se serrer les coudes. Il n'y a plus de compétition aujourd'hui, on parle de collaboration. Cet atelier, il est basé sur la collaboration, justement. Donc, il est basé sur le jeu, il est ludique, mais c'est un serious game, et il est basé sur la collaboration. Il ressemble… Donc, dans la pédagogie, si vous voulez, on fait appel à la collaboration. Il y a environ 4 à 8 personnes autour d'une table qui essayent de trouver l'ordre des cartes. Donc, et les interconnexions, les implications, les liens d'implication entre les cartes pour bien comprendre tous les aspects des enjeux environnementaux du numérique. Voilà. Et l'autre aspect très important, c'est aussi l'intelligence collective. C'est-à-dire que moi, en tant qu'animatrice, par exemple, mon rôle, c'est pas de parler tout le temps. Au contraire, je parle le moins possible. Pourquoi? C'est pour laisser aux gens l'opportunité d'apprendre entre eux et de mettre bout à bout leurs connaissances individuelles. Et donc, c'est très intéressant de voir cette dynamique se développer pendant l'atelier qui dure entre 3 heures et 3 heures et demie, on y reviendra. Et puis finalement, cette espèce de team building, cet esprit qui se développe puisque chacun doit s'aider les uns les autres pour retrouver cet ordre et puis craquer finalement ce collage, ce puzzle qui va être mis en place. Donc, comme je le disais, alors l'atelier de la fresque du numérique, il est basé sur quoi? On ne crée pas de la connaissance quand on fait un atelier de la fresque du numérique, c'est basé sur des données fiables. Virginie a justement mentionné certaines de ces données déjà, mais on a des données de l'ADEME, des rapports de l'ADEME, du collectif Green IT, de Eco-Info CNRS, des groupes de travail, et du Shift Project.
Donc ça, c'est les références de base pour la fresque du numérique. En fait, petit à petit, les gens autour de la première phase de cet atelier vont se rendre compte de tout. Il y a à peu près 4 à 5 gros sujets que Virginie aussi a mentionnés, qui vont être mentionnés. Il va falloir les lier ensemble parce que finalement, tous ces sujets sont liés. La production, l'usage de nos appareils, tout ça, ça pompe dans l'énergie. Tout ça, ça émet des énergies fossiles, ça émet du carbone et ça contribue à ces fameux 3%, voire 4% aujourd'hui d'émissions dues au numérique. Alors 4%, souvent c'est marrant, les gens sont très surpris parce que c'est un petit chiffre finalement. Mais ce petit chiffre, malheureusement, est exponentiel et les prévisions disent qu'à 2025, on sera déjà, et c'est demain 2025, à 8% si on n'est pas plus sobre dans notre manière de s'atteler au numérique responsable. Alors, comment ça se déroule? D'abord, il y a des équipes, donc une équipe de 4 à 8 personnes par table. Il y a un animateur qui va faire 1 ou 2 tables et puis le temps, c'est à peu près 3 à 3h30. Alors, comment ça se déploie? Il y a 4 parties. La première partie, on va aller dans la compréhension. Donc là, on donne des cartes, 5 sets de cartes à la suite et nos participants ont environ 8 minutes ensemble pour essayer de trouver l'ordre et les liens d'implication entre ces cartes. L'animateur n'étant là que pour débriefer à chaque fin de lot et dire les enseignements importants de chacun des lots. La deuxième partie, c'est la créativité. On va se relaxer un petit peu parce que c'est beaucoup d'attention, beaucoup de focus pendant la première partie. Il faut lire aussi les cartes, il faut réfléchir. Donc, on se détend et puis on a vu des choses quand même un peu perturbantes. C'est moins perturbant que le changement climatique, mais le numérique responsable a quand même des aspects et des informations assez choquantes de temps en temps. Ensuite vient la créativité donc qui permet, là on va demander à nos participants de créer ou de se mettre d'accord sur un titre et puis de décorer, de s'approprier finalement le puzzle ou le collage qu'ils ont mis en place avec ces cartes. Et là, ça permet aux gens finalement de sortir un peu le côté émotionnel. On fait appel à une autre partie de notre cerveau pour s'atteler à par exemple, une carte qui a été particulièrement choquante, mettre un dessin à côté et en faire de ce collage leur collage. La troisième partie, c'est la restitution. Là, on commence à parler. Là, on commence à demander à nos participants, on commence à parler. On parle pendant tout l'atelier, bien entendu. Mais là, on commence à faire une réflexion sur ce qu'on a vu. On commence à l'exprimer et ensuite, on corrige. Donc, on fait dans la répétition. On corrige ce qu'on a mis en place. Et la quatrième phase, c'est la phase d'action. Alors, la phase d'action, c'est là où je dis à tous mes participants, après la troisième partie, surtout revenez quand on fait une pause, parce que c'est la phase la plus importante, c'est quelles sont les solutions à tout ce qu'on a vu, aux problèmes qu'on a vus. Et comment est-ce qu'on peut se mettre en marche là-dessus? Et ces actions, elles sont sur 3 niveaux. Elles sont au niveau individuel, puisque ça commence par nous. Elles sont au niveau collectif, et puis elles sont au niveau des sociétés ou des gouvernements ou du niveau du public. Voilà. Alors, le format présentiel, une petite photo ici, vous voyez un collage, un exemple de collage. Vous voyez les participants autour qui font sûrement une phase de restitution avec Yvain qui est là, un des co-créateurs d'ailleurs, et là qui est en train de réexpliquer tout ce que les participants ont vu. En format distanciel, c'est tout à fait faisable. Moi, je ne fais que du format distanciel puisque je n'ai pas le choix. Par contre, ça demande un petit peu plus de temps. Ça demande 3h30 parce qu'on a toujours un peu une adaptation technique. On fait appel à une plateforme qui s'appelle Mural. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de l'utiliser, mais c'est très interactif et c'est très facile d'utilisation. Donc, c'est exactement le même principe. On a une feuille de papier finalement virtuelle et puis les participants jouent entre eux à placer ces cartes virtuellement sur cette feuille de papier. Alors, il y a 2 possibilités pour participer au niveau des entreprises. Vous pouvez faire appel à un animateur pro externe en prestation.
Et donc là, on vous donne à peu près les tarifs selon animateur. Et l'animateur doit toujours reverser à l'association 10 € hors taxe par participant, sachant que ça bénéficie au développement de la mission de la fresque du numérique en tant qu'association. La deuxième possibilité, c'est de former des animateurs. Si vous avez un planning un peu plus large, vous voulez toucher et embarquer tous vos employés, là, on peut tout à fait imaginer former certains animateurs qui ont envie de le faire au sein de votre entreprise et leur laisser la main. Voilà. Donc là, on pourra en parler si vous avez des besoins. Ça, c'est pour devenir un animateur pro. Alors, on n'en est peut-être pas là aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, là, c'est juste pour vous montrer qu'il faut quand même avoir, en tant qu'animateur pro, une connaissance générale des enjeux liés au dérèglement climatique. Donc, la meilleure manière pour nous, c'est de demander d'avoir participé à une fresque du climat. Et puis, avoir été formé aussi à l'animation de la fresque du climat, puisque c'est l'apprentissage aussi de cette connaissance, etc. Voilà. Donc, si vous souhaitez sensibiliser, alors là, on pourra en parler peut-être ensemble, je laisserai du temps si vous avez des questions. On a un processus déjà expérimenté. Ça dépendra du nombre des collaborateurs que vous voulez embarquer, mais ça se fait très, très bien. On l'organise. On organise d'ailleurs, on a aussi, Virginie le mentionnait, on a aussi, autre que des entreprises, on a aussi des universités, des écoles. On fait une rentrée école notamment. Il y en a eu une récemment qu'on a fait avec TSP, Télécom Sud Paris, où on a embarqué plus de 300 étudiants en une semaine. Donc, ça se fait très, très bien. Là, bon, voilà, c'est une liste des gens de nos partenaires, ceux qui nous ont fait confiance, qui ont voulu aussi mettre en place la fresque du numérique. On a beaucoup de grands noms et en dehors finalement du secteur purement technologique et digital. Et ça, c'est bien, c'est vraiment sympa à voir parce que de plus en plus d'entreprises s'attaquent à ce problème de numérique responsable. Voilà, alors on pourra vous mettre à disposition cette présentation ensuite, vous pourrez lire, il y a aussi un site internet et puis je voulais aussi mentionner juste un grand événement, alors qui est adressé plus aux étudiants, ce sera 30 septembre, 1er octobre, mais c'est accessible à tout public aussi et ça s'appelle Reboot 2021. Aujourd'hui, on a plus de 6000 étudiants qui sont déjà inscrits. Et ce sera une série de conférences et d'ateliers qui sont proposés. La fresque du numérique sera proposée dans ce cadre-là aussi. La fresque du climat également. J'y serai aussi pour présenter un autre de mes ateliers qui s'appelle le pitch climat, que vous pouvez aussi justement expérimenter en conférence. Tout ça, évidemment, dans la prise de connaissance et prise de conscience. Et voilà nos co-créateurs, donc Aurélien et Yvain, de la fresque du numérique. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on a un site internet et on le fait en français et en anglais. Donc, moi, je le fais en anglais très souvent. Donc, on peut le faire dans les deux langues aujourd'hui. Et puis, on peut former donc, les animateurs en français et bientôt en anglais. Voilà. Ok, super, merci. Sandra, du coup, est-ce que vous avez des questions en présentiel ou à distance? Dans le chat, peut-être? Ouais, je vois une petite intervention. Merci Virginie et Sandra pour vos interventions. Je pense qu'un autre parallèle qu'on peut faire avec le numérique, c'est que ce sont des sujets nouveaux, c'est peut-être pas le terme, mais des sujets qui restent peut-être un peu abstraits pour la majorité des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, une des difficultés qu'on a sur le numérique, notamment dans la transformation numérique, c'est de convaincre, d'évangéliser, que les gens passent à l'action, etc. Parce que même s'il y a une conscience aujourd'hui, il y a une différence entre avoir conscience des choses et puis réellement passer à l'action et mettre en œuvre des solutions, ou bien se digitaliser, donc quand je parle du numérique. Je pense que côté RSE environnemental, on est encore plus loin que le numérique. On est vraiment à la partie conscientisation. Si je pose toutes ces bases, c'est qu'aujourd'hui, notamment Virginie, parmi les 350 entreprises signataires, quel est le type de profil
quels sont les arguments qui les ont convaincus. Ma question derrière ça, et puis Yannick, ça va nous intéresser, la question derrière ça, c'est de se dire comment embarquer les entreprises de La Réunion dans ces problématiques-là, comment les intéresser, comment les pousser à agir aussi autour du numérique responsable et puis de la RSE de façon générale. Micro. Ouais, J'ai remettre mon micro, pardon. Oui, alors effectivement, on est complètement en ligne avec ce que vous venez de dire et l'importance en fait d'embarquer un maximum d'entreprises, d'organisations. Alors, en termes de ce qui les a convaincus, c'est plusieurs choses. Je pense que déjà, cette approche de dire où que vous en soyez dans votre démarche, vous pouvez nous rejoindre et vous profiterez finalement de plusieurs choses. L'expertise de nos partenaires, qui est comme ça, j'ai envie de dire, faite de façon assez simple. Hein. C'est un atelier auquel tous vos employés, toutes vos équipes peuvent assister. Également, en fait, un partage de retours d'expérience et de bonnes pratiques. Et ça, Sandra le mentionnait aussi, c'est la force du collectif, en fait. C'est de dire, voilà, nous, on a des entreprises, des très gros groupes qui sont effectivement déjà très avancés dans leur démarche et qui vont pouvoir, et c'est quelque chose qu'on va mettre en place dès début 2022 ou fin 2021, si on y arrive, c'est des ateliers vraiment de partage, de retour d'expérience de signataires pour les signataires, en fait. Et on croit beaucoup à cette vertu. Moi, je me souviens, le premier atelier qu'on a organisé, il avait lieu lors de la REFNUM, en fait, du MEDEF. Et on avait fait une présentation de Planète Tecker et ensuite, on avait demandé à Docapos, Cdiscount et ASI de témoigner, en fait, des actions qu'ils avaient mises en place. Et ce que j'avais trouvé intéressant, c'est qu'on voit que parfois, certains ne savent pas par où commencer en se disant « mais c'est compliqué » ou « il faut tout de suite aller vers quelque chose, un bilan carbone, quelque chose de très complexe ». Mais en fait, on se rend compte qu'il y a des actions. Je crois que c'était ASI qui parlait de tout simplement mettre une imprimante partagée et pas une imprimante individuelle, former. Alors, je trouve que le projet de Sandra est hyper intéressant aussi sur la formation des individus, en fait, la sensibilisation, la prise de conscience, comme vous le mentionnez. Donc voilà, donc nous, on a effectivement, on croit beaucoup à la force du collectif, au partage de retours d'expérience. En termes de profil, en fait, je le disais, on a vraiment de tout. On va de la toute petite entreprise au grand groupe, on a des gens de l'assurance, la banque, la finance, on a des industriels aussi, et ça, c'est un point très important parce qu'en fait, finalement, c'est aussi eux qui vont non seulement utiliser les solutions, mais aussi, je pense, mettre un vrai levier pour que, finalement, le secteur numérique trouve aussi des solutions pour eux. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, j'ai oublié ce que je voulais. Enfin, et donc, en fait, voilà, nous, nos ateliers s'adressent effectivement à tout type de fonctions dans l'entreprise, tout type de technicité. Et puis, voilà, petit à petit, les ateliers, là, on avait fait, par exemple, ce premier atelier d'introduction à la méthodologie de mesure d'impact. L'année prochaine, Boavista nous fera des ateliers peut-être plus poussés aussi. On aura ce premier atelier d'introduction et ensuite, on va monter en compétences. Et puis, voilà, nous, on va aussi permettre à certains de nos signataires de découvrir certains de nos partenaires, de pouvoir accéder à des groupes de travail aussi, parce que c'est important pour ceux qui ont envie d'aller partager, d'aller travailler aussi dans des groupes de travail, de l'INR ou d'autres, de pouvoir en fait s'engager. Et puis, dernier petit point, effectivement, il n'y a aucun engagement financier. Je crois que ça, c'est aussi très important parce que, voilà, on sait que, évidemment, hein, ça peut être un frein. Et nous, ce n'est pas du tout le point. Et puis, enfin voilà, en gros, les... Okay. Je vais jeter un petit pavé dans la mare, aussi pour animer le débat. Il y a majoritairement donc, des TPE-PME à La Réunion, le tissu économique est comme ça. Aujourd'hui, vous dites que notamment, donc, il y a des petites entreprises qui ont signé. Aujourd'hui, chef d'entreprise d'une petite entreprise, souvent il n'a pas le temps, souvent il gère beaucoup de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, réellement, on pourra embarquer ces TPE-PME sur ce genre d'initiative sans qu'il y ait un incitatif financier ou sans qu'il y ait une réglementation, que ce soit une contrainte réglementaire en fait? Je veux dire, est-ce que juste la conscientisation suffira à les faire passer le pas? Alors, moi, je pense qu'effectivement, c'est évident que la réglementation va accélérer les choses, mais je le mentionnais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on voit quand même aussi beaucoup, et ça avait été notamment souligné aussi dans le baromètre de l'Alliance Green IT qui nous avait présenté, on voit combien le sujet est de plus en plus important aussi pour beaucoup d'employés ou de futurs employés. Et aussi, si vous êtes un fournisseur, on voit de plus en plus en fait, de vos clients qui vont vous demander dans un appel d'offres quelles sont vos actions
en matière de numérique, en matière plus globale, hein, de RSE et de numérique responsable. Et d'ailleurs, ça fait partie, justement, je le mentionnais, sur tout ce qui est création de commun, également tout ce qui est aussi peut-être harmonisation des labels. En fait, aujourd'hui, il y a énormément de labels, on ne sait plus trop qui veut dire quoi. Et donc, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. Et c'est dans ce sens-là aussi que nous, on voit ça vraiment comme un atout business, en fait, pour les entreprises. Et on sait qu'aujourd'hui, les entreprises qui vont se mobiliser sur le sujet seront gagnantes. Et pas que l'environnement, si je puis dire comme ça. C'est un véritable atout business. On a vu aussi que quand vous lancez des projets comme ça, alors effectivement, l'engagement de la direction de l'entreprise est très important. Ça, c'est vraiment, on le voit bien, mais bon, ce n'est pas le seul sujet. L'impulsion, elle doit venir de la direction. En revanche, on voit aussi tous les effets induits de mettre en fait une telle politique au sein de l'entreprise, le côté fédérateur, le côté cohésion, et finalement aussi, ça bénéficie en termes de marque aussi, de marque employeur. Voilà, il y a énormément de bénéfices en fait au-delà des très importants enjeux environnementaux, bien sûr. Sans négliger non plus, si je puis me permettre, l'éco-anxiété des employés, de vos employés, qui peut être là, qui va être là, qui va pas se diminuer, mais qui va plutôt s'accroître. Et donc, savoir qu'ils sont dans une entreprise qui s'attaque au problème, qui est humble par rapport à ce problème-là, en se disant que c'est du pas à pas et qu'il faut ensemble essayer de trouver des solutions parce que c'est complexe, mais ensemble, c'est beaucoup plus fort, avec un pouvoir de synergie, et ça engage les employés et ça motive de faire partie d'une société qui a ces valeurs-là. Donc, au-delà de tout ce qu'on a dit, c'est vrai que ça, ce sera très important aussi, effectivement. Alors, question en présentiel. Moi, je n'ai pas une question. Bon, Ou une remarque, une intervention. Oui. Donc, je me présente, Thierry Técher, je gère une société de sécurité privée dont j'ai à peu près 90 salariés. Alors, tout ça, je le dis parce que justement, ça va impacter après mon discours. Aujourd'hui, j'ai 22 sites dans la sécurité, donc je gère 22 sites. Et on s'est dit, allez, on allait être éco-responsable, justement. On s'est dit qu'on va arrêter un peu les papiers, qu'on va arrêter un peu tout ça. Donc, on a mis beaucoup de choses en digital, en numérique, c'est-à-dire les mains courantes en numérique. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Pareil, tout ce qui est pointeuse et tout ça, donc en numérique. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand j'ai mis tout ça en numérique, j'ai plus de 22 sites, j'ai 26 sites exactement, et bien j'ai dû mettre 26 téléphones. Donc, j'ai remplacé le papier par du téléphone. Au bout de 1 mois et demi, j'ai eu 6 téléphones cassés, donc j'ai dû les remplacer. Ensuite, mes agents qui sont un peu, des fois, dans l'âge qui commence un peu à vieillir, je leur ai dit, ouais, maintenant, il faut une adresse mail, il faut au moins minimum un ordinateur pour pouvoir accéder à tout ça. Donc, du coup, j'ai encouragé les gens à prendre du numérique et à utiliser du numérique. Donc, du coup, en fait, ce que j'ai l'impression, c'est qu'à travers tout ce que j'entends, c'est que j'ai remplacé quelque chose qui était au départ une envie éco-responsable à une autre problématique, c'est que j'ai fait en fait de la surconsommation, finalement. Alors oui, c'est du bien pour mon entreprise parce que ça permet une synergie et à travers tout ça. Mais finalement, je me rends compte que la consommation, 22 sites, 26 sites, 26 téléphones, plus des ordinateurs. Et bien, tout à l'heure, les 34 milliards, ce n'est pas seulement un bon vouloir de venir sur le numérique, mais parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut changer notre comportement. Mais le comportement, des fois, il est obligé d'être changé. Alors justement, là est la question. C'est que pour améliorer mon service, j'ai dû faire une surconsommation de produits qui augmente les chiffres de 34 milliards. Et ce n'est pas mon bon vouloir. Il fallait acheter les bons téléphones. De quoi? Il fallait acheter les bons téléphones. J'ai acheté des bons téléphones, justement. Ce n'est pas des Apple, mais bon. Ça, c'est un exemple, merci Thierry, c'est un exemple concret de la difficulté de la prise de décision face à certaines situations et de peser le pour et le contre des décisions. Et ce qui va être de plus en plus difficile, c'est effectivement, est-ce que j'améliore
peut-être mon efficacité, ma rapidité et au détriment de l'environnement, ou est-ce que je choisis la carte environnement et je choisis une autre voie? Je vais donner un exemple qui n'est pas du tout du même secteur, mais qui est assez comparable. Je travaille avec un gros client qui est sur la France, que je pense que je peux nommer, c'est Leroy Merlin, qui a décidé, dans sa démarche stratégique RSE, d'abandonner la livraison par avion. Tous les transports par avion ont été supprimés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils prennent la responsabilité de dire à leurs consommateurs, bah, vous aurez ces produits-là plus tard. Il y aura des manques, des ruptures de stock éventuellement suite à ça. Bien, ils ont pris cette décision en sachant les conséquences et en les assumant. Alors après, voilà, je voulais juste donner cet exemple-là pour montrer à quel point il va falloir qu'on soit résilient et qu'on prenne les bonnes décisions par rapport à un challenge qui nous dépasse. Oui, tout à fait. J'ai peut-être un petit commentaire à faire, si c'est possible. Thierry, du coup? Oui, Thierry Frangère, enchanté. Vous ne me voyez pas, vous voulez peut-être me voir. Et voilà. Alors, j'ai bien entendu, j'ai bien écouté votre présentation. Je vais revenir sur le commentaire de Thierry. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, on finance, j'allais dire, la modernisation numérique des entreprises justement en développant des systèmes qui nous permettent d'éviter certaines consommations. J'ai une agence de voyage, donc je suis triplement intéressé par les problèmes de l'environnement. Au titre de mon agence, puisque mon agence est entièrement dématérialisée. Je consomme pas de papier, je consomme pas de plastique, tous mes meubles sont recyclés, tous les plastiques qu'on utilise sont des plastiques recyclés. Donc on a essayé, et je roule en voiture électrique. Bon. Donc on trouvera toujours un défaut, j'allais dire, écologique à toute activité qu'on puisse faire, puisque toute activité que fait l'homme a un impact sur l'environnement. Pour reprendre l'exemple concernant la non-utilisation de l'avion pour, alors je ne sais plus pour quelle entreprise déjà, mais j'ai peur qu'en fait on reporte le problème toujours sur un autre problème et on crée finalement, puisque si on ne le fait pas venir par avion, on le fait venir par bateau. J'ai pas pour souvenir que le bateau soit moins polluant d'ailleurs que l'avion. D'autant que généralement le fret qui est utilisé n'est pas utilisé dans un avion qui transporte que du fret, mais dans un avion qui transporte aussi des passagers. Ce qui permet d'ailleurs d'améliorer l'impact écologique. D'ailleurs, pour les avions, concernant les avions, c'est le secteur industriel du transport qui subit la plus forte évolution en matière d'impact écologique. Et qui va continuer à l'être d'ici 2035. Les avions n'auront rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on aura beau essayer de limiter l'impact écologique en prenant des décisions stratégiques sur l'utilisation ou la consommation de certaines choses, on créera automatiquement un impact écologique par ailleurs. Ce qui est plus intéressant pour moi aujourd'hui, au-delà de j'allais dire, au-delà de la conscience de l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement, c'est à la fois les sources d'énergie, puisque dans tous les cas, il faudra trouver des sources d'énergie qui soient le plus possible recyclables, réutilisables, d'une part, ou en tout cas éco-friendly. Et d'autre part, c'est aussi la réutilisation du matériel que l'on détient. Et donc, la réparation du matériel que l'on détient, plutôt que de consommer de nouveau un ordinateur qu'on a déjà, eh bien, c'est de pouvoir essayer de réutiliser, de réparer
d'optimiser, d'upgrader le matériel que l'on détient. Ça, c'est à mon avis une des voies les plus importantes à utiliser plutôt que de victimiser le consommateur qui, lui, au bout du compte, et je reprends mon exemple de départ, aujourd'hui, je suis payé par l'État pour pouvoir mettre en place un système de digitalisation sur mon entreprise. Donc, c'est vers ces phénomènes-là, et malheureusement, je n'ai pas entendu ces éléments-là lors de vos présentations. Je trouve ça un peu dommage, mais je suis sûr que c'est quelque chose qui est de considération pour vous. Alors, merci pour l'intervention. Effectivement, alors on est dans un timing qui est contraint et du coup, pour le coup, là, ça avait surtout vocation à être une séquence d'éveil des consciences, on va dire. Et peut-être que je tends la perche à Nicolas, mais que la prochaine commission mixte, si on doit l'organiser, elle peut être autour des solutions justement et des réponses avec peut-être des témoignages autour d'initiatives d'entreprises locales et de retours d'expérience sur des actions qui ont été engagées et dont on peut mesurer les effets, dont ils peuvent mesurer les effets et qui pourraient nous témoigner de ça. Et puis peut-être aussi un sujet autour d'exemples aussi sur le numérique appliqué à des problématiques environnementales. On a parlé des déplacements, on a parlé des déchets, de la maîtrise de l'énergie, ce genre de choses. Il y a quand même pas mal d'acteurs à La Réunion qui se saisissent de ces enjeux et qui proposent et qui portent des projets, qui proposent des initiatives. Donc, on les invitera à une prochaine séquence. Je sais que Sandra a un timing qui est contraint pour une bonne cause en plus. Donc, s'il nous reste 3 minutes, est-ce que certains peut-être avaient des questions encore ou avant qu'on libère tout le monde et qu'on vous donne rendez-vous du coup pour une prochaine séquence? Oui, moi je voulais faire un apport juste complémentaire de retour d'expérience sur ce qu'on a pu constater au niveau des data centers et de territoires comme Maurice, où on a mis en place des CDN sur l'optimisation de la consommation de bande passante. C'est que 90% de la consommation de La Réunion est inutile parce qu'on n'a pas mis en place de CDN et parce qu'on doit avoir 10 ou 15 data centers qui font les mêmes flux, les mêmes données. Et aussi l'autre problématique qui est celle liée à la consommation par les utilisateurs, on n'en parle jamais, mais les 3/4 de la consommation bande passante par les utilisateurs, c'est du streaming vidéo de vidéos pas regardées. Donc, on met YouTube, on consomme 20 gigas par heure en 4K pour écouter de la musique qui pèse 0,06 gigas si on télécharge un MP3 ou qu'on l'écoute sur Spotify. Donc, c'est des bonnes pratiques aussi à l'échelle des utilisateurs. Ça n'a rien à voir avec la consommation des entreprises, la consommation du grand public. En fait, je pense qu'une entreprise comme la SHLMR peut consommer autant qu'une famille qui regarde des vidéos. Et finalement, ça, c'est des problématiques qu'on n'évoque jamais. Voilà. Sur le renouvellement matériel, on a d'autres problématiques à La Réunion, puisqu'il est d'usage dans les collectivités de changer son matériel tous les 3 ans, puisque c'est l'Europe qui le paye. Et après, on le jette, même s'il marche. Donc, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses à imaginer, même s'il y a des filières recyclage qui sont déjà en place, recyclage, réparation, et même très dynamique, la problématique aussi restant qu'on n'a pas accès aux offres de back market à La Réunion, etc. etc. D'autres problèmes. Voilà. Merci Rémi, je veux juste ajouter par rapport à ça, tout ça on le voit dans l'atelier Fraises du numérique. Tout ça c'est vraiment la connaissance que les gens ont. On les confronte à toutes ces données-là finalement, bon, d'une manière plus ludique, mais on passe, et il y a un gros sujet sur le recyclage. On a juste effleuré aujourd'hui, mais le recyclage aujourd'hui c'est une vraie catastrophe. C'est pourquoi la première chose c'est vraiment la réduction. La réparation qui vont nous aider parce qu'on estime à peu près 60% des équipements électroniques ou électriques qui partent en décharge sauvage. Alors, c'est un chiffre qui n'est pas validé complètement, mais si vous allez voir, il y a un documentaire qui s'appelle Welcome to Sodom qui va voir dans un village près d'Accra au Ghana qui s'appelle Aboglopchi, c'est l'enfer. Ils essayent en fait d'extraire du cuivre en brûlant les équipements électroniques. Donc, vous imaginez l'impact sur la santé. Il y a 6000 personnes qui sont sur ce territoire-là et qui sont impliquées et qui ont une durée de vie, une espérance de vie qui est bien moindre par rapport à ça. Et ça, c'est tout ce qui est derrière et ce qui n'est pas forcément vu par nous. Mais c'est un aspect très important. Il ne faut pas oublier que dans un smartphone, par exemple, il y a entre 50 et 70 matériaux différents.
imaginez-vous, et ça c'est encore une métaphore qu'on fait pendant l'atelier, qu'on vous demande de faire un gâteau et que ce gâteau, on vous demande de redonner les ingrédients ensuite. Donc le chocolat, le beurre, la farine, séparément. Eh bien, le recyclage d'un appareil électronique, c'est exactement ça. C'est aussi difficile et complexe à faire et c'est pour ça que le taux de recyclage est entre 10 et 20% seulement. Donc ça fait partie encore, ça c'est une bulle de connaissances qu'on a pendant l'atelier que je vous révèle ici. Mais on passe exactement, Rémi, merci d'avoir fait ce point encore une fois, c'est tous les aspects qu'on voit. Donc la production, l'usage consommateur qui est l'usage le plus important. Production plus usage d'équipements consommateurs-utilisateurs, 60% de l'énergie du secteur digital. 60%. Ce n'est pas les data centers, ce n'est pas les infrastructures network réseau. Voilà. Et je vous laisse là-dessus. En tout cas, j'espère vous voir à une presse du numérique bientôt. Hein. Bon, je vais essayer maintenant de partir du UK. Ça n'a pas été évident. Merci de m'avoir eu. Merci Yannick de l'invitation. Et puis, n'hésitez pas à prendre contact. Je suis sur LinkedIn en espérant vous revoir et bonne continuation. Merci à vous, Sandra. Au revoir. Au revoir. Ok, bah, super, merci beaucoup. On ne manque pas de sujet pour une prochaine, hein, Nico, je pense. Là, on a de quoi faire. Hein, c'est sûr. Un rendez-vous récurrent. Là. Oui, c'est ça. Voilà. Ok, il est pile 14h, donc on va vous libérer. Vous remercier de votre présence, en présentiel et à distance. Et puis, bonnes vacances à ceux qui peut-être partent bientôt. Et puis, on se retrouve à la rentrée pour d'autres commissions. Merci à tous, à la rentrée. À bientôt. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.